Voilà certainement le studio tour que j'attendais le plus, Soda Sound. Un projet ambitieux puisque c'est un complexe de 4 studios en plein Paris et parce que Soda Sound c'est aussi une agence audio. Donc en plus de faire de la musique et de la post-prod audiovisuelle, ils font aussi du branding, de l'identité sonore et de la supervision musicale. Dans cette grande équipe que constitue Soda Sound, ce sont les 2 cofondateurs, Julien Morel et Sébastien César-Petit, qui me font découvrir ce lieu incroyable. Vous allez voir, c'est une débauche de matériel vintage et moderne hyper bien choisi et aussi une ambiance et une déco du plus bon goût. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez un tant soit peu au matériel audio. C'est pourquoi je vous invite à visiter ma boutique coolkidsaudio.com. Cool Kids Audio, c'est ma boutique idéale de matériel studio et hi-fi. Vous y trouverez que des marques et des produits que j'aime. Micros, enceintes, cartes son, convertisseurs, périphériques, amplis, câbles, pieds d'enceinte. Il y a plein de belles choses et surtout, la gamme s'agrandit continuellement. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil régulièrement. Je vous laisse aussi le lien vers mon site web pour faire appel à mes services en mastering. Enfin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à vous rendre sur mes pages Insta et TikTok. Je publie du contenu exclusif sur ces plateformes que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube. Sans plus attendre, je vous laisse donc découvrir les nouveaux studios Soda Sound. Bienvenue chez nous, bienvenue Salut, chez Soda Sound. Bienvenue. Merci. C'est tout nouveau ici, tout frais? Ça a 1 an, enfin pas l'entreprise Soda Sound, ça fait, on rentre dans la 13e année d'activité. Mais ici, on est installé depuis mai dernier, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Voilà, et ça s'est fait petit à petit. Il y a eu 2 studios qu'on ouvert, un 3e et le 4e en janvier. Et nous aussi, on l'a beaucoup attendu. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'on commence par une première cabine? Ouais, Bah allez, hein, donc en tout cas là, la partie accueil. Voilà, c'est assez important quand même. pour boire son petit café le matin. Et voilà, on va commencer. Donc il y a un couloir où il y a des studios qui s'enchaînent. Et après là-haut, il y a un autre studio qu'on pourra apercevoir du studio 1. Donc c'est déjà tout ouvert. Bienvenue dans le S1 du coup. Le S1. C'est celui qui traditionnellement ressemble le plus aux studios tels qu'on les connaît. Le studio d'enregistrement de musique tel qu'on le décrit depuis les années 60-70, l'âge d'or des enregistrements. On voulait garder cette identité-là. Puis on a voulu y mettre notre sauce aussi et avoir quelque chose de moderne, de cosy, de très intégré en termes de matos, avec des nouvelles technologies et tout ça. Et c'était vraiment pour nous impératif qu'on ait la sensation que ce soit quasiment une pièce, que ce soit quelque chose d'ouvert pour, on va dire, améliorer la créativité et être plus proche du contact des artistes qui sont dans la cabine. C'était hyper important pour nous. Et donc dans cette cabine, on retrouve notre console qui a été notre première pièce maîtresse qu'on a achetée maintenant il y a 7 ans, qu'on a eu dans notre tout premier studio quand on était encore à Villejuif, à Vitry-sur-Seine. Donc voilà, elle nous a suivis, on a construit autour parce que c'est une superbe console d'enregistrement, API. Il y en a peu en France, il y en a peu en Europe. Donc nous, quand on l'a acheté, c'était proposer l'alternative aussi à SSL et à Nive qu'on retrouvait dans tous les gros studios. Bon voilà, nous on a construit autour d'API et on est encore content aujourd'hui parce que c'est une super bécane. C'est moderne en fait et le signal, il n'y a pas beaucoup de routing dessus. Il y a 8 bus et 8 aux, mais en vrai il n'y a pas de inline, enfin il n'y a pas grand chose qui fait que le signal est assez pur en fait. Ouais. Et on voulait vraiment surtout avoir des tranches pour pouvoir... en fait que tous les instruments soient un peu branchés tout le temps. Ok. Donc voilà. Et c'est quoi les machines qui vous tiennent à cœur ici? Avec le temps, on a épuré aussi, on a un peu viré celles qui nous tenaient plus à cœur et on a essayé de garder celles qui vraiment apportaient du cachet. Bon, nous les IR, on a 2 paires, on en a une paire dans le studio 1, une paire dans le studio 2 qu'on verra plus tard, mais c'est vraiment aussi ce qui a fait un peu notre son. À partir du moment où on en a trouvé une paire, on est tombé amoureux et on a cherché la deuxième. C'est quoi, c'est sur le Mixbus ça que vous le mettez? Pas forcément, parce qu'en vrai, c'est le Mixbus. Le truc, c'est qu'on fait plus forcément de... Alors, on l'utilise beaucoup en mastering, mais quand nous, on fait des mix, en vrai, pas forcément, parce qu'on arrive à mettre de la couleur un peu partout dans le mix. On n'a pas forcément envie de mettre ça, et puis même pour les retouches, les machins, pour être vraiment précis, c'est pas très simple. Beaucoup en tracking, pour les prises de voix, c'est... En fait, pour gérer la dynamique, c'est dingue. S'il y a quelqu'un qui pousse un peu trop, on le met à la prise, on peut compresser assez fort, jusqu'à même 7-10 dB parfois quand ça pousse. On l'entend pas trop, et il y a plus les transients, la dynamique, c'est plus un problème. Le signal est assez collé, donc c'est vraiment bien sur les voix, sur les basses, sur les pianos. Ouais, Chambé.
sur les pianos, voilà. Donc on l'utilise vraiment beaucoup. Après, à partir du moment où tu la mets, elle est là, quoi. Ça colore le son. T'as vraiment ce timbre-là. Elle est vraiment. C'est pas une machine qui est discrète. Voilà, il faut savoir ça, quoi. Donc ça, on a, voilà, c'est une pièce maîtresse chez nous. Les V76, les deux TAB, Telefunken, là. Voilà, c'est des machines dont on se séparerait plus parce que c'est le Graal du microphone, c'est le King comme certains l'appellent. Ça tue. Préampli à tube, pour ceux qui... Avec pas mal de tubes, il y a 2 étages d'amplification. Énormément de gain. Par rapport au V72 où il y a... Qu'un seul étage, Qu'un seul étage. C'est très bien, c'est hyper chaud et on en revient à quelqu'un qui par exemple qui envoie pas mal. On peut pas vraiment l'enregistrer assez proche du micro parce qu'il envoie trop, il y a trop de dynamique. Juste de mettre ça, on peut reculer la personne, il y a toujours autant de présence de corps. Je pense au C800 notamment, qui est incroyable, mais dès qu'on se recule un peu, on perd vraiment, je trouve, l'effet du C800. C'est vraiment un micro qui est cool en proximité, ou après en omni sur d'autres prises, mais sur la voix. Ça, avec le C800, c'est un combo... Ça, c'est le combo Soda Sound gagnant. C'est un combo qu'on apprécie beaucoup. Tout à fait. Parce que le côté un peu trop brillant du C800, il est un peu calmé par le fait que le tube, il adoucit un peu les aigus. Et on peut gagner un peu de distance. Et c'est plus facile après à placer dans le mix, on n'a pas l'effet de proximité, tout là, ça. Là, t'as 2 pièces aussi. Celle-là, on l'a acheté très tôt, au début de l'histoire de Soda Sound. Varimus Silverface, le son Manley. On l'a fait réviser 3 fois. Et finalement, la 3e personne qui l'a révisé, c'était Cédric Marion. Ouais. Il nous avait fait le pont du diode, tout ça, machin truc. Et là, on l'a récupéré, on s'est dit, oh, incroyable. En fait, il a toujours sonné, il sonnait pas bien. En fait. Bah, il sonnait bien, mais pas au top, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une pièce qu'on va garder. Autant celle-là, tu vois, elle va exciter, elle va crisper le signal et tout, machin. Autant celle-là, elle va rajouter un beau médium bien chaleureux, elle va adoucir un peu les aigus. Elle te permet vraiment de trouver une belle place bien cosy et bien moelleuse, bien épaisse en fait. Et donc ça fait partie aussi des machines qu'on vendrait pas. On en a une deuxième aussi dans le Studio 2. Le 1178, très capricieux parce que tu as toujours les aiguilles un peu comme ça, tu sais jamais comment il se réveille. C'est très long à régler. Ouais. C'est très long à régler. Pour avoir un truc stéréo où tu as le même niveau d'entrée, c'est long pour avoir un équilibre gauche-droite. Ouais. Mais en fait, c'est pas long si tu veux rentrer dedans et avoir du son. T'as tout de suite du son en fait. Mais par contre, pour avoir un équilibre où t'as pas le truc qui est un peu comme ça c'est plus long. Si, parce qu'il y a aussi le fait de le niveau d'entrée. Pour avoir le son, il faut quand même mettre un peu d'input. Sauf que quand tu mets trop d'input, des fois tu as trop de compression, donc il faut baisser avant d'arriver dans le comp. Donc c'est quand même un peu long. Mais après, tu as un son, ça rajoute une distorsion harmonique qui est assez folle. Et c'est très très rapide et très nerveux. 1176, pareil. Trop bien. Voilà, c'est 1176. Hein. On va pas s'éterniser. Hein. Ouais. Voilà, on a une tranche Nive quand même, parce qu'il fallait. C'est toujours, dans ce monde c'est toujours important et ça marche super. Là, tu as tout le Harley digital ici. Et là, c'est les joujoux. Hein. Ouais. Clairement, au final, en mix, en prise, tu utilises beaucoup ça pour avoir le son tout de suite. En mix, ça, c'est beaucoup plus patché tout le temps. Là, il y a Bim Bam. Alors, non, c'est Bam Boom et Bim est dans l'autre studio parce qu'on l'a bougé. Compresseur un peu drive et distorsion. La reverb et le délai. Et t'as tout de suite un son qui est très cool. Ça, on a acheté ça très tôt, il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, et c'est trop bien. C'est vraiment une belle reverb qui apporte tout de suite une couleur, tout ça, enfin Lexicon, tous les modèles de cette époque-là, là on enfonce des portes ouvertes quoi. Le H3000, Seb, il va t'en parler parce que c'est... Moi je suis fan, hein. On en a un dans ce studio, un dans le studio 2, et en vrai, moi j'en cherche. On était dans une époque où à chaque fois qu'on en envoyait un, on voulait l'acheter, tu vois. Le DSE, hein. DSE. Alors après les autres sont très bien aussi, mais le DSE c'est le plus complet. Je pense que c'est la version un peu la plus aboutie des 3000 de chez Eventide. Après tu peux mettre tu peux avoir les algorithmes, mais c'est les convertisseurs qui changent, t'as plus ou moins de bruit, machin. En tout cas nous on est très satisfaits de cela. Les algorithmes sont fous. On tombe toujours sur des nouveaux algorithmes qui défoncent, et l'avantage, je trouve que déjà c'est hyper patate. Quand tu passes quelque chose dedans, le signal il sort, on dirait qu'il est excité, mais genre c'est dingue. Limite derrière, faut le compresser, vraiment, tout le temps, quasiment. D'ailleurs, j'aime bien mettre le 1178 derrière, je trouve que ça marche très bien. Et ça se mélange. Et parfois, quand on fait des parallèles, des effets, quand tu fais la sommation avec ton élément dry, c'est difficile, ça fasse. Avec ça, il n'y a jamais de problème.
On peut rajouter... Et puis quand t'as fait un mix et que t'as pas encore de caractère, mais que t'as tout fait, tu vois, tu te dis putain, il manque un truc, tu vas rajouter ça sur un élément majeur de ton mix et tu trouves un algo qui te tue et hop, ton mix il passe dans le côté ah ça y est, j'ai enfin apporté de la magie, j'ai enfin apporté une patte. Là c'est la sauce ici là. Moi ça m'arrive de le coucher 2-3 fois dans les mix. Je mets un preset sur un truc, putain ça défonce, un chorus sur un piano, sauf que ah putain je me souviens que sur cet élément je pourrais mettre tel effet, mais je vais le recoucher. Je comprends Chris Lord Edge, des gars comme ça. Quand là ils gagnent du temps, ils ont pas besoin d'attendre 5 minutes pour coucher le truc à chaque fois. Donc ça c'est rentabilisé le H3000. Ah ouais, de fou. Mais je conseille à tout le monde, quand on était jeune, on nous disait beaucoup, ouais, c'est le meilleur multi-effet, on était ah, le meilleur, ça veut rien dire et tout. Puis on en a eu un, j'ai dit, oh ouais, c'est peut-être le... Enfin voilà, c'est vraiment un. Tu peux faire énormément de choses. Ouais. Là, t'as la série Roland. Ouais. Ça, le flanger qui est vraiment très très bien. Et même, tu vois, là, il est sur chorus. Le chorus du flanger, et il défonce. Et quand t'as des trucs, des voix par exemple, qui sont un peu trop. Un peu agressives sur les 1 kg, 2 kg, tu mets ça et ça lisse le truc. Bon, faut que les gens ils aiment le chorus quand même. Mais là, ça m'est arrivé sur des mix récemment avec un groupe de l'avoir mis full insert, même pas sur la voix lead, full insert en chorus. Et ça fonctionne. Ouais. Celui-là, le Dimension D qu'on présente plus trop, maintenant il existe bien en plug aussi, partout dans les suites. Là, c'est le chorus par excellence. Enfin, il se spécialise parce que t'as pas un effet aussi poussé de chorus que sur le chorus du Juno 106. Ils ont fait une émulation Arturia par exemple. C'est pas aussi abusé, mais par contre ça stéréolise, ça ouvre profondeur, ça lisse un peu les aigus, et c'est très profond. Et ça te permet de placer des éléments aussi. Ouais. Et des fois tu trouves que tu as des éléments que tu n'arrives pas à les placer dans ton mix, tu vas mettre ça et tu dis ah tiens, ça y est, il a trouvé une place, il s'est mis un peu derrière, un peu sur le côté, un peu machin. Et t'as pas l'effet abusé du chorus. Comme Yona, ils aiment pas l'effet du chorus, tout ça, ça fait trop 80. Dès que tu le mets, tu dis t'as mis un truc là non? Tu peux l'enlever s'il te plaît. Et lui ça va. Lui, et après non. t'as plein de modes. Lui en non, vrai, t'arrives à le laisser, tu vois. je trouve pas qu'il y ait une différence, à part quand tu actives genre le 1-4 ou je crois que ça c'est que ça met plus fort. Le 2-4 il est violent. Ouais. Mais moi je mets souvent sur le 2. Enfin en vrai je le mets et voilà. Ça marche. Là tu vois le moteur de l'AKG Ouais. ADR 68K. Ouais. Soi-disant, ce serait les mêmes algorithmes que la 480. En fait, Mais- AKG l'a construite quand ils voulaient concurrencer Lexicon avec leur 480. C'est un peu la même génération, la même période. Et ils ont fait très peu de modèles. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il y a des télécommandes qui sont un peu plus bleutées aussi. Et là, Ouais, en beige, j'en ai pas vu beaucoup, des comme ça. Mais voilà, ça c'est super aussi. Tu mets ça sur un mix, tu as une profondeur que tu n'as pas avec d'autres outils, avec des plugs ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que tu peux pas tout faire en plug, hein. On n'est pas du tout dans l'idée de attention l'analogique machin, mais bon quand tu l'as que tu la mets, tu te dis bon. Ça quand crée même. un espace en fait, surtout cette reverb. Ça crée vraiment une pièce. Des fois il y a des reverbs que tu mets, c'est juste ça prolonge le son, ça fait un effet synthé ou shimmer, un truc comme ça. Là ça fait vraiment. Si tu veux rajouter une pièce ou vraiment la sensation d'espace, ça c'est très bien. Une autre pièce sympa? Bah ouais, ça c'est cool. À bande, c'est rigolo, c'est capricieux. Dès que tu pousses un peu trop fort, ça part en cacahuète. Mais Faut avoir un peu voilà. de temps. Faut avoir un peu de temps, mais c'est cool. C'est cool. Il y avait, je crois que c'était à Audioscope où il donnait un truc que tu as fait Un récemment. Le 300, mec il ils ont. disait que c'était, ouais, c'est à peu près les mêmes. Desert Island List. Et Ouais. il disait que c'était vraiment, lui il utilisait que ça, mais enfin beaucoup, que ça participait au son. Je comprends parce que c'est vraiment très ludique et il y a tout de suite un son. On parle de votre magnifique monitoring. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Alors ATC, on a choisi après avoir connu PMC. Parce que en premier gros système d'écoute, on a eu PMC quand on était dans les anciens studios plus 30 il y a encore 1 an et demi. On avait une belle paire de MB2S qu'on verra dans le studio 2. Dans le studio 2 à plus 30, on nous avait, je crois qu'on avait acheté une paire de 25 en fait, de ATC 25 qui sont le modèle midfield que tu retrouves un peu chez tout le monde, qui sont super. Et quand on les a eus, on s'est dit waouh, le son ATC pour mixer c'est quand même mortel. C'est pas pour rien que tout le monde jure que par ATC. Et là voilà, on s'est dit qu'on voulait acheter le combo. Alors 110 plus sub. Les subs c'est un custom 15 pouces que te fabrique ATC quand tu commences à dealer directement avec eux et les partenaires distributeurs. Et tu vois ce combo installé de plus en plus dans les grosses cabines. C'est vraiment mortel. La section amplification est juste ici. Et ça sonne. Ça sonne, ouais. Ouais, c'est très cool. Et l'avantage, c'est qu'on peut écouter pas très fort. C'est-à-dire que la restitution de l'enceinte, elle est assez linéaire, que tu écoutes à bas volume ou à fort volume. Et bah, quand tu passes 6-8 heures à mixer toute la journée, c'est quand même super cool. Alors après, on passe beaucoup de temps sur la NS10.
Et on aimerait bien, on est en train de voir pour rajouter une Oratone en mono. Mais je trouve que l'intérêt des ATC, c'est vraiment de pouvoir mixer à bas volume en ayant une restitution. Et la zone de prédilection, c'est le médium et l'aigu, on va dire. Toute la zone de la voix qui est vraiment très très définie et très segmentée, très hiérarchisée, très décollée en fait, où tu entends tes niveaux de reverb. Des fois, tu fais des mix et tu te dis « Ah putain, j'avais mis peut-être un poil trop de reverb. » Paf, tu vas le baisser. Tu entends tes petits décollements, tu entends tes couches et tout ça. Les transients. Et ça c'est vraiment la qualité ATC, je trouve, c'est vraiment ça. Parfois, je passe du temps sur la NS10, t'as l'impression que la voix, elle est finalisée, et pourtant, normalement, sur les 1, 2, 3, 4 kilos, c'est vraiment cette zone où elle performe, la NS10. Je passe sur les grosses, et en fait, ah non, j'ai encore Il y a encore du boulot, du nettoyage et tout, donc c'est vraiment... Et ça reste quand même, par rapport à l'acoustique qui a été fait par Julien Ravary, de Red House, qui a fait l'acoustique de toutes les cabines. On a quand même une sensation très enveloppante, très chaleureuse. C'est musical, c'est clair. C'est pas hyper dead, quoi. Nous, on préfère un truc un petit peu plus ouvert parce que c'est plus agréable, plus vivable quand tu passes toute la journée à mixer, à produire avec des groupes, tout ça. Et aussi, ça permet d'avoir une restitution peut-être un peu plus homogène dans la salle. Okay. Et en fonction de là où tu te positionnes dans la salle, forcément il y a des choses qui changent un peu. Là, contre le mur, même s'il y a pas mal de membranes et tout derrière, quand tu te poses là, tu as une écoute un peu plus voiture, on va dire. Donc c'est très bien pour le client. Pour le client. Et puis tu as le sub 15 qui vraiment te fracasse contre le fauteuil, quoi, quand même. Ah, t'es collé au fauteuil. Et la salle, en plus, vu que tout est suspendu sur sol flottant, tout ça, ça vibre un petit peu en fait. Quand il y a vraiment le sub, t'as l'impression d'être un peu dans un vaisseau spatial. T'as vraiment la pression acoustique. Et c'est vraiment kiffant. Ouais. Trop bien. T'as la déflagration acoustique. On te fera goûter à cette sensation agréable. Un petit tour de manège. Voilà. On passe dans la live. Allez. Voilà. Une particularité qui se fait beaucoup trop rare, c'est que chaque instrument est branché. Ouais, tout est branché, on peut voir... En fait, tout est branché dans la console, il y a déjà des niveaux qui sont faits et il y a un retour qui est fait pour que les personnes puissent écouter sur les PMC au-dessus. Et tu vois, et tu mets n'importe quoi et il y a déjà ça, l'overlay, la batterie, même si forcément on va refaire des installs en fonction des demandes des gens, des groupes, tout ça. Mais de base, on a un setup qui est programmé de base pour avoir quelque chose d'immédiat. Et que voilà, lorsque tu es en session de prod ou de mix, même en session de mix, on en parlait tout à l'heure, au dernier moment, la basse ça va pas, on n'arrive pas à la mixer, on n'arrive pas à la placer, le musicien est là, paf, on branche le Juno ou une basse, on enregistre. Et parfois, c'est beaucoup mieux que de passer 2 heures à essayer de mixer quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, les amplis, par exemple, on a un M88 et un 451. On va avoir ça pendant 2-3 mois. Ensuite, en fonction des demandes des ingés, parce qu'il a testé un nouveau combo, on va changer les micros. Et c'est relié directement à la console. Et dans la console, il y a déjà, pareil, des patchs qui sont préconçus. Et ça va être par exemple là-dessus, il va y avoir une EQ API et le 1176. Le Rhodes, il rentre direct dans une EQ SSL et il y a le préamp API. Enfin voilà, chaque instrument a un peu son propre setup et qui est préparé pour l'enregistrement et pour le mixage. Et la configuration géométrique de la pièce est un peu biscornue. Il a fallu conjuguer avec un énorme mur porteur, tu vois, qui traversait le bâtiment jusqu'au bout. Quand on verra le Studio 4, tu verras que en fait, il y a un mur qui prolonge ici. Et donc du coup, on a pu faire ces 2 petites cavités pour avoir la drum room ici, la guitar room là, un aspect un peu plus cosy ici. Parce que c'est cool aussi, on a ressenti que les musiciens avaient besoin aussi de, voilà, tu vois, ils viennent de faire une prise de voix. Bah, il a besoin quand même de s'asseoir, d'avoir son texte, de bosser son truc, de jouer un truc au clavier, de voir où il en est en fait. Et on voulait ce côté un peu salon dans la pièce à vivre en fait. Il y a des petites choses à faire, peut-être un tapis, des choses à rajouter, un petit mais chat ça prend qui se forme. balade dans le studio, des trucs. Et d'ailleurs, alors là ça se prolonge, donc il y a le Studio 4 au fond, il y a 2 cabines encore. Une cabine qui est la room partagée entre le Studio 4 et ici. Il y a un petit piano. C'est la piano room en fait. Quand on fait des groupes, de mettre le chanteur là-bas, comme ça, il se voit avec, je sais pas, il y a la batterie, la basse, le guitariste, le mec au Rhodes. Tout le monde se voit et on a une voix clean, donc ça c'est hyper cool.
Mais voilà, on a la possibilité de faire du multi-room. Et aussi, si on va un petit peu plus à gauche, tu vois là, par ici, il y a une petite fenêtre à gauche de la console qui donne vers une petite cabine de rec, qui est la petite bouche du Studio 2. Mais on peut aussi l'utiliser pour ici. Tout est connecté de toute façon en analogique et en Dante, toutes les gamines sont interconnectées. Et du coup, pareil sur les voix, on a des combos EQ, compresse qui sont un peu préétablis. Et ces micros-là qui changent de temps en temps. Il y a le C800, le U47, un U67, là c'est le U47 FET, un 414 Vintage. Il y a des combos qui sont toujours un peu là, qui bougent. 87 Vintage aussi finalement. Ouais. Des fois tu vas te dire tu vas chercher midi à 14h, mais en fait non quoi, tu vois, ça marche aussi. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir tout de suite tester. Essayer plusieurs choses sur les voix. Alors t'as pas le temps de... Forcément tout le temps en fonction des clients, des artistes, d'essayer 4 micros sur la voix, parce que déjà ils s'en foutent. Et puis ça prend du temps. Mais au moins, des fois, le C800, il y a des gens qui jouent que par ça. Ils veulent, ouais, je vais enregistrer sur le C800. Ils viennent et ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, c'est cool d'avoir au moins 2-3 micros de près tout le temps sur la voix pour pouvoir changer rapidement. C'est qui le claviériste qui nous joue de l'harpe? Alors le truc, la harpe là, il faut qu'on revienne tout à l'heure parce qu'il faut lui laisser au moins 5 minutes pour chauffer. Et en fait, le truc il est long à chauffer, il est assez capricieux. Alors, ouais, tu vois, c'est super. Tac. Hop. Alors le truc c'est que tout le monde touche souvent à tous les boutons et il faut. Hop là. Ah, et là, ils ont branché le CV Gate, c'est pour ça que j'ai pas de son. Et en fait, cette particularité, ça c'est la première version des harpes. Il y a eu 3 versions. Et en fait, il y a eu beaucoup de filtres différents sur les harpes. Sur ces filtres-là, ça abaisse pas. Donc il n'y a pas d'atténuation de volume. Et du coup, ils ont changé justement parce que il y avait à l'époque, les sound systems, les enceintes n'étaient pas aussi développés. Ils cassaient plein d'enceintes en fait avec ces filtres parce que c'est très 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 puissant. Et après ils ont refait un autre filtre. Ils ont volé je crois le filtre Moog. Après Moog a dit non les gars, vous n'allez pas prendre ça. Du coup ils ont refait un autre filtre. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de versions. T'as un son, c'est très capricieux, mais quand tu changes d'octave ça se désaccorde. Mais il y a tout de suite un son. C'est ouf. Et l'enveloppe est très très courte. Enfin, c'est très tranchant, c'est très short. Donc ça, c'est très cool. Des fois, t'as l'impression d'avoir une guitare qui joue avec un petit médiator ou un truc. Ouais, c'est assez rock. C'est pas pour rien que les Woo, les trucs comme ça, ils étaient à fond dedans. Ouais, c'est très rock. Ouais. Donc c'est ça. Le 16-15, ça va être beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Bon, le Moog, ça c'est le... Eux, ils le présentent comme le Moog ultime. Je sais pas si c'est le Moog ultime. Par contre, ce qui est charmé, c'est que tu peux faire des automations de tous les réglages. Tu as un séquenceur intégré si tu veux séquencer des notes, mais tu peux aussi séquencer des effets. Tu peux enregistrer à la volée une automation de cut-off et après elle tourne en boucle. Tu peux automatiser un changement d'enveloppe, ça va tourner en boucle et du coup tu peux faire des trucs hyper intéressants, des glitches et des choses comme ça. Et c'est vraiment quand tu rentres dans l'utilisation du séquenceur il prend toute son ampleur. Allez, come on, on y va. Hop. Studio 2. Je t'en prie. Voilà. Donc là, tu te retrouves dans la cabine blanche, le Studio 2, la cabine de mastering. Mastering parce qu'elle est designée comme une cabine de mastering et qu'on y retrouve l'ergonomie vraiment des salles de master telles qu'on les connaît. Mais aussi cabine à tout faire en fait. Puisque nous, on va y mixer beaucoup, on va faire des enregistrements de voix, on va faire de la post-prod, on va faire plein de choses là-dedans. On voulait une ergonomie où tu bouges pas trop, avoir ton panel d'outils sans vraiment te déplacer et sans vraiment te déplacer de l'axe d'écoute pour apporter cette touche de finalisation. Parce que c'est vrai que quand tu es en partie finalising, tu aimes bien être bien droit, bien voir où tu en es sur ton signal. On a dessiné nous-mêmes les meubles. Pendant le confinement.
parce que pendant le confinement, on s'embêtait un peu. Donc on les a dessinés nous-mêmes et on a trouvé un menuisier avec qui on avait déjà travaillé pour l'API qui est à côté, qui est le Brett Acoustic, Cherrywood, merisier américain. Et le gars a réussi à tout nous intégrer, tu vois. On voulait qu'il y ait les Avid S1 parce qu'on veut quand même cette ergonomie numérique pour pouvoir travailler nos mix avec des automations. On voulait qu'il y ait notre pavé master, on voulait les petits outils de contrôle intégrés, on voulait les NS10 en proximité, en fait on voulait tout. Et ce mec a réussi à se débrouiller, il nous a tout fait rentrer dans le cahier des charges et c'était trop bien quoi. Donc quand on les a reçus, c'était vraiment la bonne nouvelle quand on les a déballés. En plus, ils sont de super bonnes factures, ils sont très beaux. C'est très fini et ça sonne super. Quand on avait changé le meuble dans notre ancien studio, c'était un meuble qu'on avait fabriqué nous-mêmes. Ouais. Finalement, le changement, c'était cool, on avait l'API, c'était trop bien, mais le changement acoustique juste par le meuble fait par ce gars-là, c'était ouf, ça sonnait beaucoup mieux dans la salle. Donc il a quand même une qualité... tu progresses en mix parce que tu changes tes meubles en fait. Ouais. Et non, mais ça paraît fou, mais l'upgrade était limite de l'acoustique était plus important, en tout cas en mix, quasiment, aussi important que l'API. Donc c'était assez kiffant, c'est pour ça on voulait retravailler avec ce bonhomme-là. Et on voulait pas non plus un truc où il y a... Maintenant, sur Master, l'idée c'est d'avoir t'as rien pour pas gêner l'acoustique. Voilà, c'est un peu à l'ancienne. Mais c'est un entre-deux. Ouais. C'est à l'ancienne parce que t'as quand même encore ce côté où tu vas avoir un bloc qui est devant toi. Ouais. Mais c'est un entre-deux parce que en termes d'ergonomie, là pour le coup, c'est pas à l'ancienne. Comme dans les autres studios, tout est en dente aussi. Tu as les systèmes Ocon de chez Avid, tu peux tout automatiser. Là, pour c'est un entre-deux, ouais. C'est un entre-deux, en fait. On voit les trucs qu'on aime bien, il y a toujours le Dimension D. Ça, c'est super, la clarté optique DN70. Ça, on l'a pris parce qu'on... 780. En fait, on la mettait tout le temps dans l'Altiverb. Il y avait un preset, le Plate 2, sur les prises de voix, je mettais tout le temps ça. Tout le temps. C'est la reverb. Des fois, quand tu mets de la reverb, les gens ils se plaignent. Ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ça, c'est le preset où il n'y a jamais un artiste qui m'a dit elle est pas bien ta reverb. Même si après, parfois, on la change en mix. Parce qu'elle est subtile. Elle gêne pas en tout cas. Tu peux l'avoir dans ton template de rec. Et ça peut être la reverb que tu ouvres en premier. Si l'artiste te dit tu peux même mettre un peu de reverb, et ben ça convient en fait, tu vois. Ouais. Donc après, on l'a trouvé en analogue, on l'a acheté. On a la chance d'avoir la télécommande avec. Là, on a un meuble qui a été fait cette fois-ci par Red House, qu'on a intégré dans le Baffawall. Et on a la paire de PMC MB2S avec l'extender de grave XBD. Qu'on a encastré. Tu les vois pas souvent comme ça. Elles ont été designées plutôt peut-être pour du standalone par PMC, je pense, alors que nous, on les a intégrées pour répondre à une identité visuelle, pour que ça aille super bien dans le design de la pièce. Par rapport à la distance, par rapport au point d'écoute, nous, on n'aime pas forcément être trop proche du point d'écoute. Surtout en mastering, en finalisation, on a besoin d'avoir un peu de recul. Là, on voulait 2/3 fond de pièce parce qu'on voulait être loin des enceintes et parce que les PMC, tu as ce côté un peu plus hi-fi aussi, un peu plus paysage sonore, où tu as envie de te reculer pour contempler le tableau entre guillemets que tu viens de finir ou de finaliser. Donc tu as envie d'être plus loin. Il faut pousser un peu en volume aussi. Et puis pareil, le NS10 qu'on a dans chaque cabine, avec des amplificateurs Bristol, on a de repères, on peut mixer pas fort, j'en reviens toujours au truc, on sait ce qu'on va chercher. Par contre, on les processe, alors on processe pas trop. La philosophie du studio, c'est que les mains, elles sont pratiquement pas processées. Ouais. Il y a alors que la petite écoute, pour le coup, elle est très processée. C'est Bryston 4B, donc c'est une enceinte qui est hyper amplifiée. Tu vas lui arracher un peu la tête. Et après, derrière, tu as le SonarWorks, où on va carrément corriger tout ce qui se passe, parce que tu as les early qui sont ici, enfin tu as le bureau qui va répondre et tout. Donc avec le SonarWorks, on va la corriger. Et après, derrière, on va avoir un gros tilt dans le grave, un gros shelve comme ça pour augmenter la présence dans le grave et pour retrouver la sensation d'une écoute d'une enceinte un peu plus moderne, alors qu'on est sur un moniteur qui a 40 ans. Et en fait, on a pris cette habitude et on kiffe. Du coup, on nous a dit ouais, c'est plus des NS10. Ben non. Bah peut-être, mais enfin ouais, sûrement parce que. Mais alors du coup, quand vous faites de l'accueil, c'est pas un problème ça? Après, ils sont pas obligés de le mettre. Ouais, voilà. En fait, c'est un plug que t'actives sur le master, donc les gens peuvent le mettre ou pas. Pour l'instant, ceux qui pratiquent un peu régulièrement le studio et qui sont des ingé sons externes, ils ont pris goût. Hein. Donc ça, là, il n'y a pas de correction, clac,
Là, il y a de la correction. Généralement, on se met autour de 90%. Et on a rajouté ce shelf grave qui commence à peu près à 130 et 5 dB. Ici, on a une petite cabine. Ouais, la petite room de prise ici, là. Dont on parlait tout à l'heure. Qui communique avec le S1. Tu vois l'ingé dans le 1, tu vois l'ingé dans le 2. Ils peuvent se faire coucou. Ils peuvent se faire coucou. Tu as même ton petit retour vidéo. Tu as un retour vidéo dans toutes les cabines de prise ici. Parce qu'on fait aussi pas mal d'audiovisuel et on a justement des lockouts en audiovisuel. Et voilà, là le réseau casque c'est en Dante. Tu as aussi tes cross mic pour aller au panneau général parce que en fait tous les studios sont interconnectés en analogue. Et puis tu as toute la partie digitale qui est ici aussi. Donc tu as le RTP MIDI pour le MIDI. Tu as 2 entrées et sorties Dante en fait pour véhiculer, voilà, pour brancher cette machine là. Tu as ton MIDI en vrai connecteur MIDI là. Tu as du vidéo BNC et tu as aussi même du HP. Par exemple, tu veux faire un réamp de guitare ici ou que tu vas avoir ta tête d'ampli en cabine et ton baffle ici, bah tu peux avec du câble HP. Les prises elles sont moins bien quand il y a un pupitre derrière, on entend le son, enfin ça marche pas trop. Les gens ils ont beaucoup leur texte ou leur grille d'accords ou tout ce que tu veux sur le téléphone. Et quand ils sont avec le téléphone, pareil, ils peuvent pas se mouvoir correctement. Donc souvent, hop, ils balancent en AirPlay, on peut le faire assez facilement, ils se connectent au réseau Wi-Fi sur l'écran. Et ça leur permet déjà de ne pas avoir de réflexion du pupitre et d'être beaucoup plus à l'aise, d'avoir les trucs en grand, d'avoir les 2 mains libres. Donc voilà, c'est assez important pour nous d'avoir ces écrans partout. Allez, hein, on avance. Bienvenue dans le studio 3. C'est plus par esthétique et par kiff parce qu'en fait l'écran il est transsonore et tout a été fait avec l'écran. Enfin, on a 2 presets en fonction de s'il y a l'écran ou il n'y a pas l'écran sur les mini corrections dont on parlait tout à l'heure, sur la façade. Mais c'est vraiment pour que quand on soit vraiment en projet musique, on puisse kiffer. Parce que là, on va voir la façade, elle est cool. On peut même l'accrocher dans le couloir. Bon, à la base, on voulait que ce soit automatisé tout ça. C'était trop complexe. On les a rendus pour imaginer un système qui monte, qui se fixe dessus. Comme une porte de garage, tu vois, on voulait que l'écran fasse. En fait, avec le système Atmos, c'était trop complexe. C'est impossible. Alors ça sert à quoi ici? Ça sert à kiffer. À kiffer, ouais. Déjà, déjà, regarde la façade, quoi. Voilà. On voulait une pièce dédiée à la post-production audiovisuelle parce qu'on en faisait déjà depuis le début. Après, à Plus 30, on avait notre studio B aussi, on faisait de la post-prod. C'est à Plus 30 qu'on a acheté la S6. Et ici, on voulait une salle pour répéter ça et pour enfin pouvoir avoir des projets plus ambitieux en audiovisuel et en post-prod. Nous, on a une approche très musicale en audiovisuel. Quand les gens viennent nous voir, c'est qu'il y a beaucoup de films dans leurs reportages, beaucoup de musique dans leur fiction ou dans leur pub. Et donc, du coup, on a cette approche où il y a toujours la créa, le sound design, la musicalité et tout ça. Donc, vous voulez une pièce très musicale. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre une écoute ATC. Et on voulait aussi accéder aux nouveaux standards qui sont maintenant l'Atmos et le Dolby Atmos, en fait. On a fait un 5.1, 7.1 et après on s'est dit, c'est pas beaucoup d'enceintes. Il n'y a pas beaucoup d'enceintes à rajouter. Forcément, c'était un budget supplémentaire. Nous, on voulait quand même garder cette proximité sonore et avoir une belle restitution. Donc, on est parti sur des 25 pour les latérales et les plafonniers. Voilà, on aurait pu peut-être conjuguer avec un peu plus petit. Mais tu as aussi. C'est pas un Atmos à l'économie, ça. L'objectif, c'était de faire une des plus belles salles Atmos de Paris. Et voilà, c'était important pour nous. Et dans l'élaboration du complexe, il y a dans le business plan, cette salle, elle était aussi très très importante. Un complexe comme ça, où tu fais que de la musique, c'est pas évident. C'est pas forcément rentable. Voilà. Même si ici, on fait aussi de la musique, le côté audiovisuel, où parfois, les gens, ils te louent la cabine pour mixer, je sais pas, un long métrage, ils vont te louer 3 semaines la cabine avec leurs ingénieurs du son. Même un ingé musique de film, tu vois, il va travailler chez lui en général, c'est des gens qui font pas mal de compos, qui font pas mal de mix à la maison. Un ingé musique de film, il va venir 2 jours supplémentaires dans une cabine comme celle-là pour checker. Pour finaliser, en fait, on peut dire, même si le terme n'existe pas, mais on peut dire qu'on est dans une salle de mastering Atmos, en fait. Parce que tu as des enceintes de mastering, tu es dans la qualité, c'est vraiment le très haut du panier du monitoring, en fait, d'avoir ce système ATC. Et voilà, tu as des enceintes de mastering et tu as en plus un complexe Atmos. Donc, et avec l'acoustique qui a été pensée pour ça. Dans toutes les cabines, il n'y a pas eu de concession sur l'acoustique. Non. À chaque fois, le RT60, il est calculé à la mi-seconde près. Enfin voilà, les mecs ont vraiment super bien bossé là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici? Là, on a la cabine.
Petite pareil, cabine, comme, ouais. dans tous les studios en fait. Donc tu as un écran, donc tu as ton comédien qui peut suivre son texte, suivre ta vidéo si tu fais de l'enregistrement à l'image. Tu as la vitre qui donne avec le copain ou le réal. Et puis quand tu fermes la vitre, tu vois l'écran. Du coup, on t'entend plus trop. Du coup, on m'entend plus trop. Mais en fait, Mais t'as un micro. mais j'ai un micro. Ah ouais, bien joué. Mais le comédien peut aussi voir l'écran, ce qui donne cet esprit doublage. Alors nous, on fait pas vraiment de doublage ici, hein, mais ça donne cet esprit doublage où tu as les mecs qui sont en direct avec ce qui se passe sur la toile en fait. Et on voulait avoir ça dans cette pièce. On n'a pas parlé, il y a toujours des Il y a toujours des belles périphériques, machines. Ouais, des petits, pour faire des prises de voix ou des petits trucs. Alors c'est vrai qu'ici, vu la salle, on va pas mettre beaucoup d'analo, on est plus sur des finalisations numériques ou multicanal et tout. Donc ça c'est HCL, c'est un truc polonais, c'est un de type Varimu en fait, qui est mid-side. C'est bien, c'est très cool, très chaud, très rond. Très doux, Voilà. tout ce qu'il faut. De l'autre côté, tu as de la préamp et notre petite lunchbox est toujours pas pleine, mais voilà. Ça va se remplir. Ça va se remplir petit à petit, tranquillement, et puis il nous reste des espaces. Quand les mecs nous prendront quand on aura plein d'ingés qui voudront réserver la salle pour faire carrément du gros mix musique, ben peut-être qu'on rajoutera du hardware en plus, mais pour l'instant, voilà, allez encore. Il nous faut un petit H3000 en plus pour cette ah ouais, il y a cette partie, on n'a pas... Le nodal, qui est pas tout à fait terminé. il faut mettre des vitres, une clim, enfin il y a encore plein de trucs. C'est grave le bordel de câbles. Là, il y a tout le matériel du Studio 3 qui est relié là. Il y a un Nexus, c'est un serveur Avid qui permet de travailler en réseau pour toutes les cabines. Donc en fait, dans cette boîte, c'est ta workstation de tous tes studios. Chaque ingé peut se loguer sur ses propres sessions, tout est centralisé ici. Donc du studio 1, du studio 2, du studio 3 ou du studio 4, tu viens taper là-dedans pour travailler, tu ouvres ta session dans un studio, puis tu la fermes, tu la réouvres dans un autre et ainsi de suite. Donc là, tu as le patch analogue de toutes les cabines qui sont reliées. En fait, c'est toutes les interlignes, toutes les cabines qui sont reliées. Là, tu as un patch vidéo aussi, BNC. En fait, tu pourrais avoir un réal qui viendrait et qui aurait une caméra dans chaque pièce. Elle pourrait toute revenir ici et avoir un enregistreur et ainsi de suite. Et après, ici, tu as le patch Nexus et tu as le switch denté pour la dorsale de tout le complexe. Là, ici, c'est la partie LAN. Donc ça, c'est la partie accès sur Internet, réseau, Wi-Fi, télécommunications, surveillance et ainsi de suite. Voilà. et sécurité. Voilà. Bien entendu, tout ça va être bien dissimulé dans des boîtes quand tout sera terminé. Et il y aura une baie vitrée juste devant. En fait, avant, ici, c'était un garage automobile. Donc, en fait, tu avais un grand plateau à nu. Et les murs béton que tu as ici, c'était les murs tels qu'on a découvert le bâtiment quand on l'a vu pour la première fois. On a gardé cet aspect industriel dans les parties communes. Et là, en prenant les escaliers, tu peux aller vers la partie un peu bonus, en fait. Parce que quand on a vu que on avait du plafond, on s'est dit tiens, on va faire un bureau. Une coursive, du coup, là l'objectif c'est de mettre des étagères partout avec des boîtes bien aimées. Et puis on trouve plus plein de trucs, enfin c'est un enfer. Et il y aura un H3000. Il y aura un H3000 bien sûr ici pour régler les effets des câbles. Ici là, ça va être le Studio 4. Donc tu es en mini Atmos. Tu te retrouves avec les PMC, la série CI qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, qui est très intégrable et très intégrée chez nous. Hop, à la demande, tu les réorientes pour t'écouter ton mini Atmos. Tu as les latérales qui sont ici, les plafonnières qui ont été intégrées dans le plafond. Le VP qui est un courte focale qui a été intégré juste ici pour pouvoir quand même projeter sur une toile transsonore. Et derrière la toile transsonore, tu te retrouves avec un système qu'on pourra te découvrir tout à l'heure pour que tu puisses la voir sur la vidéo aussi, un système avec les PMC6 plus les extenders XBD, qui est la nouvelle série de chez PMC aussi, qui vient prendre la suite de ce que faisait PMC avec la série Tutu 6, Tutu 8 et tout ça, qui est vraiment super. Quand on les a écoutés au magasin, on était fous, on s'est dit waouh, ils ont dans des boîtes comme ça, ils ont mis un son comme ça. Enfin, c'est trop cool. Et deux NS10. Et ouais, quand même, qui sont hyper processés, qui sont derrière les enceintes, une Oraton en mono. Et là, tu retrouves le même bureau que tu as dans le Studio 2, avec cette ergonomie, avec les S1 sur les côtés. Tu vois, les mecs sont en train de préparer une session. Tu as tout de suite la possibilité
d'avoir tes faders sous la main. Désolé les gars pour la balance. Tu as une partie centrale où on pourrait mettre des machines de mastering, mais c'est pas ce qu'on a fait ici. On a plutôt mis une MTRX Studio avec les préamps, tu as tout de suite les sélecteurs d'écoute, tu vois tous tes convertisseurs. Et sur les côtés, on a fait designer ces meubles-là qui sont intégrés. Je ne sais pas si certains connaissent le Conservatoire de musique de Montreuil, où on voit un bâtiment très arrondi comme ça. Et nous, ce bâtiment, il nous plaisait, il nous inspirait. Et on voulait avoir cet esprit rétro-futur, en fait. C'est le Space Age Design, en fait, des années 60 ou 70, qu'on voulait retrouver dans cette salle et même un peu dans les autres, en fait. Et donc voilà, là les mecs de chez Red House ont réussi à nous faire un super truc. Ils ont carrément courbé le bois sur place pour arriver à faire ces meubles arrondis. Pareil, hein, on a des petits joujoux. Finalement ici, la proximité des choses amène qu'on fait aussi pas mal de prod. Donc il y a un petit MS-10, des synthés qu'on bouge un peu tout le temps, des expandeurs. Et on n'en a pas parlé. Tous les synthés sont branchés en MIDI. Et le système MIDI est connecté en réseau via le protocole RTP. Donc MIDI sur réseau. C'est ça. Et tu peux connecter plusieurs interfaces MIDI et tu as une matrice où tu peux faire ce que tu veux. Tout est possible, tout est interconnecté. Et là, tu vois, tac, tu as les outils qui sont sur tiroir, comme ça. Tu as la 2A, tu as le Millenia pour faire de la prise avec 8 préamps, tu as un petit GML pour équaliser tout ça, et ton patch de ce côté. Voilà. La particularité de cette pièce-là, c'est que visuellement, elle est aussi connectée Donc avec... c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la particularité Soda Sound. C'est ça. Tout est dans la lignée du champ visuel, et le producteur qui s'assierait à l'API juste en bas dans le S1 pourrait faire coucou au gars juste derrière toi. La boost du S4, mais qui est aussi l'extension boost piano du S1. Donc tu as notre piano qui est ici, tu as toujours un mic aussi parce que tu vas très vite faire une prise de voix, que ce soit une prise de voix audiovisuelle ou une prise de voix musique. Tu as un retour vidéo comme dans toutes les pièces. Et voilà, et tu as un patch qui est très fourni aussi en fait. Tu peux rajouter un musicien dans cette cabine, fermer là, un musicien dans cette cabine, fermer ici, et avoir ton drummer, ton bassiste, ton claviériste, et voire même le chanteur qui serait dans la cabine du Studio 2 que tu voyais tout à l'heure. Formidable. Donc là, on n'a pas réussi à l'automatiser non plus. Toujours le même système avec un meuble au centre où on peut raquer des choses, tous les trucs qu'on touche pas beaucoup, les amplis, le Foreman. Tu retrouves ici le Bryston 4B pour les NS10. Là, c'est du quadri, tu as deux quadris, 1 et 2 pour le plafond et les latérales. Tu as le monaural Bryston pour la petite Oraton qui est au centre. Et les PMC, elles sont actives. Que ce soit l'extension 8 ou la PMC 6 de façade, elles sont actives. Voilà. Et voilà, donc finalement, quand on fait le résumé, tu as Studio 1 Full ATC, Studio 2 PMC MB2S XBD, Studio 3 Full ATC et Studio 4 PMC. Donc deux PMC, 2 ATC. Avec des NS10 partout. Voilà. Super. Alors moi j'ai quelques questions pour vous. Ouais. C'est quoi aujourd'hui ce nouveau Soda Sound, le modèle économique? Qui est-ce qui vient? Et puis quel est le concept derrière? Parce qu'un si grand studio, en 2023, on peut se poser des questions sur comment ça marche, est-ce que ça marche, etc. Avant d'aménager ici, on faisait 80% de musique et 20% d'audiovisuel, et on était 100% autonome pour la génération de notre chiffre d'affaires. Ça veut dire que tout ce qui sortait d'ici, c'était nous qui le façonnions avec nos petites mains, que ce soit Seb ou moi en tant qu'ingé ou nos collaborateurs historiques maintenant aujourd'hui qui travaillent avec nous. Voilà, tout était fabriqué par nous. À partir du moment où on a aménagé ici, on s'est aussi ouvert sur le lockout et sur le fait que d'autres institutions pouvaient venir. Et on a aussi développé vachement le côté agence. Aujourd'hui, Soda Sound, c'est un studio de musique, un studio de post-production audiovisuelle avec un audit de Dolby Atmos, et c'est une agence sonore. On fait aussi du branding pour les marques, on propose des tout-en-un pour les annonceurs, parfois quand ils recherchent une voix pour leur pub, un logo sonore pour leur déclinaison et ce genre de choses. Donc le modèle économique, c'est vraiment avoir une équipe très forte au sein de la maison, avec des ingénieurs du son qui sont tous experts, très qualifiés, que ce soit pour l'enregistrement, la prod, le mix, le mastering, le sound design et ce genre de choses. Mais c'est aussi le fait de pouvoir accueillir dans un espace qui est quand même assez agréable, très intégré, tout un tas de personnes venant de l'extérieur. Les agences de pub, avec qui on a déjà pas mal de partenariats parce que ils retrouvent un outil qui est très performant.
On a aussi des labels qui viennent, les grands labels que tout le monde connaît, qui sont les grosses majors, mais aussi les labels indés, parce qu'ils retrouvent des cabines qui sont agréables. On a des artistes indépendants financés ou autofinancés qui viennent ici. On a vraiment tout un tas de personnes. Et on se retrouve même aussi à promouvoir l'espace pour des marques qui feraient tout autre chose. On a reçu des marques de champagne parce qu'ils trouvaient ça cool de faire un événement ici, parce que tu arrives dans une cabine comme le Studio 1 qui est super équipé, qui est très beau, bon ben voilà, la marque s'y retrouve, elle a envie de s'identifier à cette image-là. Et après, je pense, une autre particularité qui nous a permis de développer, c'est le fait de proposer des prestations sur mesure. C'est pas juste une journée, une demi-journée ou des choses comme ça. Sur chaque projet, on prend le temps de faire un audit pour vraiment identifier les besoins et de proposer ce qu'il faut. Pas forcément trop ou pas assez, mais voilà, s'il y a besoin de 2 heures pour mixer les voix parce que c'est pas terrible, et ensuite juste 1 heure de finalisation pour aller au bout du projet sans que ça revienne par exemple trop cher au client parce que c'est un petit projet, on va lui proposer cette prestation. On essaie de s'adapter en fait à chaque projet, à chaque client pour proposer une prestation juste et sur mesure. Et ça prend beaucoup de temps en amont. Il y a une grosse organisation pour être réactif vis-à-vis du client, l'avoir au téléphone, demander les fichiers, préparer les sessions, tout ça. Mais à la fin, c'est ce qui nous permet d'avoir presque tous les clients satisfaits. Et c'est vraiment à partir du moment où on s'est mis dans cette optique de s'adapter à ce qui se faisait aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens vont le plus loin possible chez eux, souvent en MAO avec les moyens du bord, et des fois c'est nickel, il suffit juste de refaire la basse et de faire un mastering. Chaque projet est différent et on essaye de vraiment identifier ce qui peut apporter une plus-value. Là, tu parles de musique, par exemple, mais on applique aussi maintenant ce process à l'audiovisuel parce qu'il y a de plus en plus d'agences en fait, qui sont des agences digitales ou des agences qui ont simplement un simple bureau et pas une boîte de prod affiliée avec ce qu'ils proposent à leurs clients annonceurs, qui ont besoin aussi de cette expertise. Quand ils viennent ici, qu'ils ont un projet pub, à la fois une déclinaison radio, une déclinaison web, une déclinaison TV, ils n'ont pas forcément le bon artiste, ils n'ont pas forcément les bonnes musiques derrière, ils n'ont pas forcément tout le package pour venir répondre à leurs demandes de prod. Et là, on fait vraiment un audit, un diagnostic approfondi et on répond de manière très précise aux demandes des gens pour être toujours dans la juste dépense et dans la juste finalité. Ouais, et ce qui nous permet aussi de faire ça, il faut quand même le dire, c'est que on a Ilo qui est spécialisé en production, comme vous avez vu dans le bureau là-haut. Sinon, toutes les autres personnes au sein de cette boîte sont des ingénieurs du son. Et en fait, ils font un nombre de séances par mois, je sais pas, ils vont faire un nombre d'heures. Et sur le reste du temps, ils nous aident à faire la vente, à faire la comptabilité, à faire la partie commerciale. À faire tourner la boîte en fait. Et ce qui nous permet quand les gens nous contactent, ils sont toujours en relation avec un expert. Et même Ilo qui fait de la production, elle est artiste, elle a un projet, donc elle sait de quoi elle parle, elle sait ce que c'est un mix, un mastering, tout ça. Et je pense que c'est très rassurant pour les clients. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Soda Sound pour le futur ? À part un H3000 que ça continue à se développer. Ça fait 12 ans que la boîte est ouverte. Ça a été très dur les 5 premières années. On a ramé comme pas possible. Le dur est derrière. Il faut espérer que ça continue et qu'on soit toujours dans cette synergie de travail avec Julien. Je pense que notre force a été aussi d'être deux et d'arriver toujours à être sur la même longueur d'onde et de comprendre que on va beaucoup plus loin à deux et qu'on est beaucoup plus constructif et qu'il faut savoir faire des concessions et pas être buté. Et puis on a eu une belle croissance ergonomique, je ne parle pas forcément économique, mais on a eu une belle croissance ergonomique en 12 ans. On espère qu'elle sera tout autant les 12 ans qui vont suivre. C'est cool, on apprécie grave tes vidéos, donc on est très contents. Je suis content de celle-là, elle va être bien. Merci encore, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.